Non, 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 non. Ça fait honneur à notre Vendée d'avoir des beaux lecteurs, parmi les jeunes, compris les responsabilités. Conseil général de la Vendée, déposé par M. Bruno Retailleau, président du Conseil général de la Vendée, accompagné de M. Louis Deslandes, ancien STO, et de Mme Senke Frenke, représentant la délégation allemande en lien amical et familial avec M. Louis Deslandes. Nous allons observer une minute de silence en mémoire de tous les disparus de toutes les guerres, de tous les conflits. Incliné. Merci. Repos. On va dire les noms.
On se voit souvent. Allez, regardez-nous. Allez. On est d'accord. C'est bon? Vous allez nous voir. Ah, d'accord. Oui, camarade de frère. On allait vous voir de temps en temps. C'est bon. Papa, baisse tes bras. Ouais, c'est vrai, parce que t'as tout qui remonte. Là, c'est pas grave, il est bien. Là, c'est bien, voilà. Là, c'est mieux, là. Comme ça. Voilà, c'est bien. Ah, voilà. Direction conseil général. Par là. Monsieur le Président, cher Bruno, Messieurs les parlementaires français, Messieurs les conseillers généraux, Messieurs les maires, Monsieur Jean Chèvre, président de la Fédération nationale et maintenant avec le titre victime du travail forcé en Allemagne d'Asie, Monsieur et Madame Jean-Pierre, Monsieur le délégué militaire adjoint, Monsieur le directeur de l'ONAC, Monsieur les présidents d'anciens combattants, Monsieur les porte-drapeaux trop souvent oubliés de saluer, c'est très important quand on voit l'importance qu'il y avait tout à l'heure, mon cher Louis Deslandes, mes camarades STO, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci Monsieur le Président de l'honneur que vous nous faites en nous accueillant et en organisant cette cérémonie du souvenir des 12 Vendéens morts sur les bombardements d'Hambourg dans la nuit du 24 au 25 juillet 1943. Merci également à Louis Deslandes et à Madame Silke Radeke qui se sont beaucoup investis dans l'organisation de cette journée. Et aussi à Monsieur Serge Dau, neveu d'une victime de ces bombardements, qui a été notre grand responsable de toutes les démarches administratives, de déplacements et de nombreux coups de téléphone, entre les différentes administrations et avec Madame Silke. Merci, merci Serge de tout ce que tu as fait pour nous, pour cette cérémonie d'aujourd'hui. Quand on regarde vers l'avenir, 10 ans,
ans, 20 ans, 30 ans, 70 ans, 90 ans paraissent inaccessibles. Et pourtant, aujourd'hui, nous commémorons un événement vécu le 25 janvier 1943, il y a bien 70 ans, mais nous avons 90 ans. Le bombardement par les Alliés dans la ville de Hambourg, premier bombardement de cette ville, qui dura 8 nuits consécutives, fit 160 000 morts. Et parmi ces morts, 120 Français, dont 12 Vendéens. Certains d'entre nous, ici présents, parce qu'ils l'ont vécu, se souviennent de cette nuit du 24 juillet 1943. Mais aujourd'hui, la question peut se poser, et avec raison. Que faisaient ces Vendéens à Hambourg? Nous, les vieux de 90 ans, nous avons très bien en mémoire la défaite de la France au mois de juin 1940 et la France occupée. L'armée allemande a envahi presque la totalité de l'Europe, sauf la Russie, pour le moment alliée avec l'Allemagne. Mais la mésentente conduit à un conflit entre les deux nations. Hitler veut dominer l'Europe. Les deux armées se font une guerre sans merci. Et tous les hommes allemands sont répartis dans les pays occupés, dont la France, qui, malgré un gouvernement vit aux ordres d'Hitler, les usines de guerre allemandes n'ont plus de main-d'œuvre pour travailler, plus de main-d'œuvre disponible. L'Allemagne maintient 1 500 000 prisonniers français qui, selon la loi de Genève, ne peuvent travailler dans des usines d'armement contre leur pays. C'est alors que le service obligatoire est créé. Les décrets ou les lois pris par le gouvernement français promettent le retour d'un prisonnier pour une relève de 3 jeunes Français qui partent. Publicité inexacte, malgré la mise en œuvre de quelques photos, on se souvient de quelques retours de prisonniers. Puis, suite des réquisitions dans les usines en fin de 1942, les patrons étaient mis en peur de fournir dans un délai de quelques jours des ouvriers. Quelle difficulté de désigner des noms parmi ces ouvriers. C'est alors que Sockel, appelé le négrier de l'Allemagne, nous publie par l'intermédiaire du gouvernement, le 13 février 1943, un décret instituant le travail obligatoire pour les jeunes gens nés en 1920, 21 et 22. Voilà que sous la contrainte, gendarmerie et police sont chargés de l'exécution de sa décision, reconnaissant sans parfois y mettre de zèle. Voilà pourquoi 650 000 jeunes Français sont partis, contraints et forcés, encadrés dans les gares, par la gendarmerie, la police et la Gestapo. Pour répondre à la question du début, que faisaient les Vendéens à Hambourg? La Vendée a fourni un nombre plus important de travailleurs que les départements limitrophes, comme l'évoque le docteur Gouraud dans un de ses livres. Certains parlent de 4 000, difficiles, ou plus même. Ces travailleurs déportés étaient répartis dans les usines de guerre et parfois aussi dans des ports militaires, dans tout le territoire occupé par l'armée nazie. Toutes sortes de travaux pouvaient être exigés de cette main-d'œuvre, avec des horaires de travail de jour, de nuit, 70 heures par semaine, avec souvent des rations de survie. Pour certains Vendéens, dont nous honorons la mémoire aujourd'hui, ces Vendéens ont été affectés à nettoyer les coques des bateaux au port de Hambourg. Et nous en arrivons à cette nuit du 24 juillet 1943. Premier bombardement de la ville de Hambourg, qui par la suite a fait 160 000 morts.
dont 12 Vendéens sont décédés sous les bombes de l'aviation des Alliés, 120 Français. Il n'est pas possible de se représenter une ville détruite par le bombardement. C'est inimaginable ceux qui n'ont pas vécu une ville détruite ce que peut-être. Des gravats partout, plus de route, plus d'eau, plus d'électricité et le feu. Des morts, des chippés, des blessés, des errants qui veulent s'éloigner de la décompte. Louis Deslandes, à qui nous devons aujourd'hui cette démarche. Louis Deslandes, blessé, en pyjama, et Vatel, un de ses amis, je pourrais aussi citer d'autres, et plusieurs escapés errent dans la campagne, recherchant le calme et surtout de la nourriture. Le chauffeur d'une grosse voiture allemande arrête de leur demander où ils vont. Pas facile de répondre. Le conducteur parle cependant très bien français, ce qui les rassure. Et puis il les conduit dans un de ses pavillons, leur indiquant qu'ils seraient comme chez eux, à condition de laisser l'habitation dans l'état où ils la trouvent. Invités à déjeuner au domicile du conducteur, les échanges deviennent francs, directs, presque amicaux. Ce monsieur leur établit une carte d'identité en fonction des éléments fournis, leur paye même un billet de chemin de fer pour rejoindre une ville près de la frontière française. Quel périple, après un contrôle, le Gestapo après, où ils arrivent. Louis Deslandes, de retour en France, n'a pas oublié son sauveur. Et disons que ce bon samaritain, vous le citez, ce bon samaritain d'époque dont il savait le nom, Renégué. Et ce n'est qu'en 2005, suite à une recherche par Internet faite par ses enfants, qu'il a eu l'adresse de ses descendants, les descendants de M. Renégué. Et je vais citer ici les noms de ces victimes dont nous honorons le souvenir par cette cérémonie. Nous pourrions avoir devant nous 12 cercueils. Daniel Boutin, René Dau, Camille Charpentier, Marcel Jogat, Alexandre Lambert, André Léger, Hilaire Mars, Guy Mercier, René Paris, Pierre Rambaud, Jean Rossignol, Roger Rouland, Pierre Triot. Ces hommes ont entendu la sirène au son strident qui annonce la connaissance d'alarme, fort alarme, qui veut dire danger immédiat. Ils ont entendu les avions, les bombes et leur sifflement et puis la mort. Ce n'est pas sans émotion que l'on pense à ces derniers moments de vie de nos 12 Vendéens morts sur les bombardements. Si nous avions aujourd'hui cette cérémonie du souvenir, nous le devons à deux hommes, à leur sens de l'humanité et à leur souci de faire connaître la réalité du vécu sous la période du nazisme. Ces deux hommes, ce sont M. Renégué, grand ingénieur allemand et anti-nazi, et à Louis Deslandes. C'est inimaginable comme ces deux hommes fait qu'aujourd'hui ces relations permettent cette cérémonie. Et je dis, heureuse initiative de la réconciliation franco-allemande qui nous permet de vivre en paix. Merci à la famille Renégué, ici présente aujourd'hui. D'autres voix vont s'exprimer à leur égard. Merci à Louis Deslandes qui a fait écrire dans plusieurs livres cette triste période. Nous vous devons, à vous deux, cette cérémonie de souvenir, peut-être une journée unique, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup d'autres dans la vie de STO, victime du travail forcé en Allemagne. Merci de votre attention. La parole est à Serge Dau, neveu d'une des 13 victimes STO tuées à Ambly. Monsieur le Président du Conseil général de Vendée, Messieurs les députés,
Président, Monsieur le Président national des travailleurs forcés et déportés du travail, Monsieur le Président des STO de Vendée, Mesdames, Messieurs les membres du groupe de recherche de Hambourg, Messieurs les STO, leurs épouses, les familles des STO, Mesdames, Messieurs, rassemblés aujourd'hui pour honorer 13 Vendéens STO, nous formons une famille frappée par le destin. Après plusieurs actions de M. Sockel, une loi fut votée le 16 février 1943 par le gouvernement de Vichy, la loi sur le STO. Les jeunes, nés en 1920, 1921, 1922, n'ont guère le choix. Célibataires, mariés, pères de famille, ils doivent partir travailler en Allemagne pour l'Allemagne. Certains d'entre eux partent dans la résistance. D'autres se cachent dans les fermes isolées. Enfin, d'autres acceptent ce départ, considérant que c'est leur devoir, mais par crainte aussi des représailles envers leur famille ou la population. Le 28 juin 1943, un convoi part de la Roche-sur-Yon et se dirige vers Hambourg pour arriver dans le camp de travail Norderstrasse à Altona. Il serait trop long aujourd'hui de raconter leur histoire avec tous les documents de l'époque que nous possédons. Monsieur Louis Deland, présent ici aujourd'hui, a déjà écrit 2 livres qui racontent les événements tragiques de la nuit du 24 au 25 juillet 1943 sous les bombes alliées. Ces 2 livres sont toujours disponibles auprès de l'auteur. Louis ne sait comment remercier Hans Ludwig Reinecke, industriel allemand, anti-nazi, lequel lui a ouvert les portes de sa maison alors qu'il errait dans les ruines avec un compagnon d'infortune, Jacques Vadel, que nous avons pu joindre il y a quelques jours après 70 ans de silence. Leur au revoir datait d'août 1943 à la gare de l'Est. Heureuse retrouvaille. Le 27 janvier 2012, les noms des 13 Vendéens ont été cités lors de la commémoration annuelle pour les victimes déportées en Allemagne. Le 27 janvier 2013, certains d'entre nous étaient présents pour une seconde commémoration officielle avec la pose des Stolpersteine ou pavés de mémoire sculptés par M. Gunther Deming, lequel viendra cette semaine en Vendée pour remettre à chacune des familles un pavé de mémoire au nom des victimes. Ces pavés seront posés dans les communes où vécurent les STO vendéens tombés à Hambourg. Ces pavés de mémoire en bronze et en étain, offerts par des donateurs allemands, et ces pavés de mémoire en Allemagne sont entretenus par des jeunes lycéens. Le 25 janvier dernier, Monsieur et Madame Trio, Monsieur et Madame Magnon, enfants de Pierre Trio disparu à Hambourg, Monsieur et Madame Guinaudot, fils de STO, et moi-même, neveu de Remédo, nous nous sommes envolés vers Hambourg pour assister à cette commémoration. Dès le samedi matin 26 janvier, par un vent glacial, Madame Reinecke me conduisait chez le fleuriste pour la commande d'une gerbe aux couleurs de la France, gerbe offerte par les STO de Vendée.
L'après-midi, nous sommes accueillis à l'hôtel de ville de Hambourg, édifice construit sur 4000 pilotis. Nous visitons les pièces les plus belles entre les 647 pièces que compose ce magnifique bâtiment. Un goûter nous est servi et nous partons sur le port pour nous rendre à l'église Saint-Joseph d'Altona, où certains Vendéens étaient venus se recueillir pendant leur court séjour à Hambourg. La crypte de cette église, détruite par les bombardements, avait abrité de 1808 à 1900 la dépouille mortelle du cardinal Louis-Joseph de Montmorency. La paroisse nous accueille chaleureusement, nous offrant un goûter, lequel se termine au champagne. Merci, communauté Saint-Joseph d'Altona, pour ce temps convivial vécu avec vous. Le soir, un dîner nous est offert dans un restaurant sur le port avec les présidents du groupe parlementaire de la ville. Malgré la barrière de la langue, nous vivons un moment d'échange inoubliable pendant que la neige recouvre lentement la ville de Hambourg. Le dimanche 27 janvier 2013 restera à jamais dans nos mémoires. C'est le jour de la commémoration. Sont présents M. Wartmerose, chef d'administration de l'arrondissement d'Altona, Madame Sylvia Mazière, consul de France, Madame Volper, Madame Gabi von Malopti, Monsieur et Madame Reinecke, membres du groupe de travail, lesquels nous présentent leurs travaux, leurs recherches, pour que cette commémoration puisse avoir lieu. Les membres du groupe de travail sont aujourd'hui parmi nous. Monsieur Chaise, président national des travailleurs forcés et déportés du travail, est également présent parmi nous aujourd'hui. Après de nombreux discours, la plaque souvenir sur laquelle figure le plan du camp et des photos relatives au bombardement est dévoilée. Les jeunes lycéens égrènent un à un les noms des 13 victimes et déposent sur les pavés de mémoire une rose rouge. Nous déposons nous-mêmes une rose blanche, une gerbe offerte par nos amis allemands et une autre par l'association des STO de Vendée. Une minute de silence. Désormais, les noms de Daniel Boutin, Camille Charpentier, René Do, Marcel Jolin, Alexandre Lambert, André Léger, Hilaire Mars, Guy Mercier, René Paris, Pierre Rambaud, Roger Rouland, Pierre Triot et Jean Rossignol sont à jamais gravés à Altona, à quelques mètres du camp de travail où ils vécurent 3 semaines. Puis M. Wartmerose nous commente la visite de la mairie d'Altona. Le lundi matin est réservé à la visite du cimetière d'Olsdorf d'une superficie de 450 hectares. Le cimetière est recouvert d'un immense manteau blanc, tel un linceul enveloppant les 40 000 victimes du bombardement de Hambourg. Une visite du lieu s'imposerait. Chapelle, statue, monument funéraire d'une rare beauté. Mais le temps nous manque. Chacun de nous laisse aller ses pensées vers ceux qui reposent ici. Puis c'est le retour en ville par les rives d'un lac artificiel, l'Alster, creusé au XIIIe siècle, avant de visiter l'église Saint-Michel avec son clocher
clocher de 132 mètres. C'est dans cette église que furent célébrées les obsèques de Jean Rossignol en 1944. Jean Rossignol, en effet, n'était pas mort lors du bombardement, mais du typhus, en 1944. André Roy, ici présent, assistait aux funérailles. Monsieur et Madame Reinecke n'ont de cesse pour nous faire plaisir. Nous voici embarqués pour une promenade sur les eaux glacées du port pendant laquelle nous est servi un repas. Les navires se croisent, projetant neige et glace vers les rives où l'on peut apercevoir la route qu'empruntaient les STO du camp à leur lieu de travail sur les péniches du port. Certains bâtiments épargnés par les bombes demeurent encore, telle l'église Saint-Nicolas qui lance vers le ciel son clocher noirci par le feu. Le mardi matin, nous quittons Hambourg, cette ville qui ne nous livre pas encore tous ses secrets, mais nous y retournerons. Merci à nos amis allemands pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, en honorant les STO de Vendée. Nous nous inclinons devant ce travail de mémoire, car ce travail est sacré. Merci, Monsieur le Président du Conseil général, de nous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie. Merci, Louis, pour ce troisième livre qui se terminera après la pause des Stolpersteine en Vendée. Encore faut-il trouver un éditeur. Que ce livre, témoignage du passé et du présent, rappelle à tous ceux qui le liront que la paix est toujours possible, si toutefois l'être humain que nous sommes veuille bien ouvrir ses mains et son cœur pour y récolter l'amitié. Merci. En mémoire des 13 Vendéens morts à Hambourg le 25 juillet 1943. Daniel Boutin, de Saint-Médard-des-Prés, maréchal Ferrand, marié, père d'une fille. Camille Charpentier, de Longève, agriculteur, célibataire. René Do, de Beaulieu-sous-la-Roche, instituteur catholique, fiancé 4 jours avant son départ. Marcel Jolin, de Beaulieu-sous-la-Roche, instituteur catholique, marié, son épouse attend un enfant. Alexandre Lambert, de l'Aiguillon-sur-Mer, marin-pêcheur, marié. André Léger, de Fontenay-le-Comte, agriculteur, bûcheron, marié, son épouse attend un enfant. Hilaire Mars, de Bourneau, boulanger, célibataire. Guy Mercier, de Nieul-sur-Lotise, instituteur catholique, célibataire. René Paris, de l'Aiguillon-sur-Mer, marin-pêcheur, marié. Pierre Rambaud, de Fontaine,
maçon, célibataire. Jean Rossignol, de l'Aiguillon-sur-Mer, marin pêcheur, célibataire, meurt du typhus en 1944, enterré à Hambourg. Son corps est rapatrié à l'Aiguillon après la guerre. Roger Rouland, de l'Aiguillon-sur-Mer, marin-pêcheur, célibataire. Pierre Triot, de Mervan, agent de maîtrise des eaux et forêts. Marié, père de 2 enfants, son épouse attend un 3e enfant. La parole est à Jean Chaise, président national des victimes du travail forcé en Allemagne nazie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en cette année 2013, qui marque le 50e anniversaire du traité franco-allemand, on ne pouvait pas imaginer une telle manifestation comme celle d'aujourd'hui. C'est vraiment pour la Vendée la preuve qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation complètement différente de celle que nous avons connue et qui a marqué tant de martyrs tels ceux que nous venons d'évoquer. Ces Vendéens sont parmi les 40 000 jeunes Français qui sont morts en Allemagne, soit dans les bombardements, en maladie, pendus, fusillés, décapités, morts dans les armées ou dans les camps de concentration. Merci à cette délégation de Hambourg-Altona qui donne la preuve aujourd'hui que le passé est derrière nous. Et qu'aujourd'hui, nous devons, autour de tous ces drapeaux, qui marquent aussi ces combats de 2 guerres qui nous ont opposés pendant des générations et qui ont fait des millions de morts, oublions cette règle et recherchons au contraire la paix, la solidarité, l'entraide. Il ne faut pas oublier le passé, mais le passé doit être pour nous un moment de réflexion pour assurer l'avenir. Et il faut que les jeunes générations ici pensent aujourd'hui que nous devons solidifier encore plus cette paix qui reste toujours fragile. L'actualité aujourd'hui allemande nous rapproche. Nous vivons des moments où il faut peut-être espérer que cette paix entre 2 peuples qui font la solidité vraiment de l'Europe, il faut que ces 2 peuples que nous sommes, Français et Allemands, nous puissions construire cette Europe que chacun espère aussi belle que possible. Et ensemble, tous, nous avons une responsabilité, mesdames et messieurs, qu'on soit jeunes, qu'on soit en pleine activité ou que l'on soit maintenant retraité, nous avons un devoir de maintenir pour nos générations plus futures cette paix si fragile et qui est si belle lorsqu'on y est au milieu.
Belle-fille de Hans Ludwig Weizsäcker, représentante de la délégation allemande. Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Président du SEO national, Monsieur le Président du SEO de la Vendée, chers amis vendéens, chers amis d'Hambourg, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on se plaint tout souvent que plus personne n'écrive de lettres. C'est peut-être vrai dans la vie de tous les jours, où on utilise plutôt le téléphone pour la communication, ça plus rapide et plus directe. Mais quand il s'agit d'une situation exceptionnelle, quand on veut exprimer des choses essentielles, on écrit toujours les lettres comme Louis Delange l'a fait quand il a écrit une lettre au maire d'Hambourg, Olaf Scholz. Cette lettre qui a déclenché toute une série d'événements et qui, finalement, est à l'origine de notre réunion d'aujourd'hui. Dans cette lettre, Louis Delange a demandé de commémorer ses camarades du service du travail obligatoire qui avaient partagé avec lui la vie dans un camp de travail à Altona. Ils ont été tués pendant le premier des grands bombardements d'Hambourg, fin juillet début août 1933, connu sous le nom Opération Gomard. Louis Delange a eu de la chance parce qu'il a été seulement blessé. Et en plus, a réussi avec d'autres survivants de se sauver des décombres du bunker qui aurait pu leur servir comme abri, mais qui fut complètement détruit par les bombes. Beaucoup plus tard, Louis Delange a décrit les événements de cette nuit horrible dans son livre Nuit d'enfer à Hambourg, que beaucoup d'entre vous ont certainement lu. Mais revenons à sa lettre au maire de Hambourg, qui fut transmise à Altona, le district compétent. Le comité culturel du conseil municipal d'Altona créa alors un groupe de travail composé de membres du parti représentés au conseil municipal. Madame Stéphanie Volpert, présidente de ce groupe de travail, est aujourd'hui parmi nous. D'autres institutions se sont intégrées au groupe de travail, notamment des institutions et des personnes spécialisées dans le domaine du travail aussi en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le site de souvenir du camp de concentration de Neuengamme, l'Amicale internationale de Neuengamme et les archives du quartier d'Ortensen, qui fait partie d'Altona, représentées aujourd'hui par Madame Gabriele von Malachy. Et naturellement, nous étions particulièrement touchés par l'engagement des élèves et des professeurs du lycée Allais, le lycée le plus proche de l'ancien camp de travail. Et puisque c'était mon beau-père qui avait accueilli et aidé Louis Delange et ses camarades après les bombardements de juillet 1943, on m'a aussi demandé de joindre le groupe. Je l'ai fait avec d'autant plus de plaisir que notre famille était déjà liée d'amitié avec Louis Delange depuis plusieurs années. Après avoir commencé nos recherches, nous avons vite compris que nous ne savions pratiquement rien de ce camp de travail dans la Nordstraße à Altona. Faisant partie du centre d'Altona, qui a été effacé par les bombardements désastreux, le camp a été complètement détruit. Même le nom de la rue a disparu. Jusqu'à 1938, Altona était une ville indépendante avec sa propre infrastructure située à côté d'Hambourg. Les deux grands bâtiments en briques des deux côtés du camp avaient été jadis des casernes qui avaient été transformées plus tard en maisons de retraite et en hospices, appelées à l'époque asile de fous. Au printemps 1941, l'administration nazie commença à évacuer les bâtiments. Les personnes âgées furent envoyées à une autre maison de retraite ou chez les personnes privées. 45 des clients de l'hospice, hommes et femmes, furent déportés à Meseritz-Oberwalde dans le district de Poznan, situé aujourd'hui en Pologne, est devenu tristement célèbre comme un des centres d'euthanasie
temps des nazis. Ils étaient ainsi les premiers victimes du futur camp de travail Norderstrasse. Au moins la moitié d'eux a été tuée. Le sort des autres reste encore inconnu. Madame Fomalot, qui et d'autres personnes de notre groupe de travail sont maintenant en train de rechercher dans les archives de l'Israël de Gaza. L'année prochaine, on va consacrer le 27 janvier 2014 à leur destin. Comme vous voyez, le travail est encore loin d'être fini. Depuis avril 1942, le camp est âgé des travailleurs forcés venant de différents pays. Prévu pour 590 personnes, ils ont accueilli, selon le fichier de la Norderstrasse, au moins 3 000 entre 1932 et le 24 juillet 1943. Beaucoup d'entre eux ne restèrent que peu de temps avant d'être transférés soit à un autre camp ou lieu de travail à Atula, soit au port d'Hambourg, soit dans des zones industrielles à l'est du pays. Le groupe le plus nombreux venait de l'ancienne Union soviétique, de l'Ukraine, de Biélorussie et de Russie. Les Français constituaient le deuxième plus important groupe du camp. Presque tous étaient nés au début des années 20 et avaient été envoyés en Allemagne pour y travailler selon la loi du SDO. En comparaison avec les travailleurs forcés venant des pays de l'Europe de l'Est, ils avaient tout de même quelques privilèges. Ils pouvaient par exemple recevoir des colis, écrire à leurs proches, bien que les timbres coûtaient cher, se déplacer en dehors du camp et aller à l'église catholique de la rue de Große-Freiheit. La nourriture et la rémunération étaient aussi meilleures. Pourtant, le travail était souvent très dur et très ennuyeux et pas à la hauteur de la qualification professionnelle des jeunes Français, contrairement aux promesses des Allemands au début de l'occupation, quand ils avaient cru pouvoir recruter un nombre suffisant de travailleurs volontaires pour leurs besoins. C'était la situation dans le camp Norderstrasse quand dans la nuit du 24 au 25 juillet le camp fut totalement détruit. Louis Deslandes a décrit d'une manière impressionnante l'horreur et la tempête qui fut à Hambourg. Après avoir commencé nos recherches, nous nous sommes donc vite rendus compte que l'histoire du camp est très complexe et que nous avons affaire à un plus grand nombre de victimes différentes qu'imaginées au début. Il n'était pas donc possible d'honorer seulement les camarades de Louis Deslandes et il nous fallait beaucoup plus de temps que prévu initialement. Ainsi, nous avons organisé le 27 janvier 2012, journée officielle de commémoration des victimes de la dictature des nazis, une soirée de commémoration consacrée à l'histoire de Louis Deslandes et aux informations sur le travail forcé en général et à Altona en particulier. Mesdames, Messieurs, un an plus tard, le 27 janvier de cette année, comme nous avons entendu, nous avons eu le plaisir de saluer la présence de quelques-uns d'entre vous à une matinée de commémoration où nous présentions les résultats de notre année de recherche. En même temps, on inaugurait une plaque commémorative expliquant l'histoire du camp et de ses victimes. Cela avait été décidé après de longues discussions. Pour honorer particulièrement les camarades de Louis Deslandes morts dans le bombardement, on avait demandé à Gunther Demmich de poser des pierres d'achèvement pour eux, ce qui trouvait son consentement. C'était d'ailleurs la première fois qu'il a posé des pierres d'achèvement pour des travailleurs forcés. Maintenant, je voudrais bien vous expliquer en quelques mots la conception des pierres d'achèvement, des pierres de mémoire, entre-temps devenues célèbres. L'expression pierre d'achèvement a été littéralement traduite de l'allemand Stolperstein. On peut, dans le sens propre du mot stolpern, c'est-à-dire achoper, trébucher sur une pierre, mais n'inquiétez-vous pas, les pierres d'achèvement sont posées de manière qu'on ne trébuche pas. Mais dans la langue allemande, l'expression
über etwas stolpern, trébucher sur quelque chose, a aussi un sens figuratif, signifiant s'aperçoit de quelque chose, remarquer. En voyant et regardant la pierre, on s'aperçoit, on se rend compte aussi du destin de la personne pour qui elle a été posée. Quand Gunther Demnig a conçu ce projet il y a presque 20 ans, en 1995, aussi en Allemagne, il nous a été difficile au début de comprendre cette idée. Bien sûr, on avait déclaré officiellement et individuellement les victimes après la guerre, chez vous comme chez nous. Les soldats qui avaient perdu leur vie, les victimes des bombardements, les victimes de fuite et d'explosion, et en France surtout, mais aussi en Allemagne, les victimes dans les rangs de la résistance. On avait aussi déclaré officiellement et quelquefois individuellement les groupes de victimes comme les Juifs et aussi les Roms qui avaient été tués ou expulsés et qui avaient fait partie de la vie quotidienne allemande avant le régime nazi. Ces groupes n'existaient pratiquement plus dans la République après 1945 et la plupart des gens qui savaient bien qu'ils avaient bien des fois vécu parmi eux avant 1933 disaient qu'ils ne connaissaient pas personnellement les Juifs ou les Roms et qu'ils ne gardaient pas de souvenirs d'une vie commune avec ces victimes. Pour démontrer qu'ils avaient fait partie de cette vie commune de tous les jours et qu'il s'agissait des voisins de jadis dont la vie avait été étroitement liée à celle des autres arrivants, Gunther Demnig a commencé à poser des pierres d'achoppement devant les maisons où ils avaient vécu ou devant les bâtiments où ils avaient travaillé. Après quelques rapports positifs dans les médias, l'idée de poser des pierres d'achoppement s'est assez vite répandue en Allemagne et aujourd'hui il y a en cours, par exemple, plus de 4400 pierres. En Allemagne, environ 27 000. Commémorant avant tout les Juifs assassinés dans les camps d'extermination à l'Est. Mais Gunther Demnig a aussi posé des pierres d'achoppement pour d'autres victimes, dont quelques-uns ont été officiellement passés toujours sous silence pendant des décennies. On les a déplorés seulement dans leur famille. C'était d'abord les malades mentales assassinés, ce que les nazis appelaient euthanasie. Puis les homosexuels qui ont été envoyés dans les camps de concentration où beaucoup d'entre eux mouraient, mais aussi les déserteurs de l'armée qu'on fusilait après des actions judiciaires sans pitié. En posant des pierres d'achoppement pour toutes ces victimes, Gunther Demnig nous a montré que les crimes et nombreuses injustices commises sous le nazisme ne sont pas abstraits, qu'ils ne sont pas survenus on ne sait où à on ne sait qui, mais que tout cela s'est déroulé en pleine ville, dans ce quartier, au cœur de la société, touchant même ses propres voisins. Avec les pierres d'achoppement, Gunther Demnig a donné aux victimes la possibilité de rentrer dans la conscience collective. On m'a raconté que la situation en France après la guerre était très difficile pour les anciens restaurants. On les a soupçonnés ou même accusés d'avoir collaboré avec les nazis. Comme ça, on en a fait des boucs émissaires pour toutes les fausses autres commises pendant la guerre. Rien de surprenant que les anciens restaurants n'ont pas parlé de leur expérience vécue qu'entre eux et peut-être dans leur famille. Grâce à l'intervention de votre association, mais aussi grâce à des livres comme celui de Louis Delange, vous le savez beaucoup mieux que moi. Mais les générations plus jeunes, qu'est-ce qu'elles savent de l'histoire du SDO, de votre histoire? C'est à nous de leur donner la possibilité de l'apprendre. Les pierres d'achoppement donneront la chance de recommencer le dialogue entre les générations, parce qu'en découvrant devant les maisons ou sur les classes, on sera curieux de savoir ce qui s'est passé. Cependant,
C'est une femme dans la région vendéenne tuée en 1943 à Hambourg. De reconnaître encore une fois publiquement qu'eux aussi étaient victimes de la guerre et de lui faire entrer sympathiquement dans le village natal. À l'occasion de votre fête nationale de cette année, Madame Voltaire et moi-même, nous étions invités à la réception de la Consul générale de la France à Hambourg. Une partie de son discours était dédiée à l'amitié franco-allemande, surtout parce qu'on fête cette année le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, conclu par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Dans ce contexte, elle a aussi mentionné notre matinée de commémoration en juillet à Tournai. Cette cérémonie sera le bon exemple de l'amitié vécue entre nos deux peuples. Amitié qui comprend plus que d'échanges de l'aide, de fêtes sportives et populaires communes ou de visites de maires ou de députés. Ensemble, on s'occupe de l'histoire fatale et on déplore ses victimes pour que cela ne se reproduise jamais. Comme l'écrivain Hans de Harry a dit, l'amitié n'est pas seulement un cadeau précieux, mais aussi une tâche permanente. Je vous remercie de votre attention. Bien, je voudrais commencer par saluer mes collègues conseillers généraux qui sont ici, tout particulièrement d'ailleurs François Bond, qui est marié avec une Allemande et qui représente à lui seul, si j'ose dire, avec son épouse, ce trait d'union franco-allemand. Je voudrais bien sûr saluer les présidents qui sont derrière moi, qui sont aussi devant moi, saluer nos amis français et saluer tout particulièrement la délégation allemande et notamment Madame Reinecke qui vient de s'exprimer dans un français impeccable. Et comment dire, la génération que j'ai pour votre langue et pour Goethe m'interdit justement de prononcer un discours en allemand, peut-être simplement Willkommen in Vendée au nom de tous les Vendéens. Je voudrais bien sûr saluer Louis Rousseau et cher Louis Guéland, à qui on doit en quelque sorte un peu la manifestation d'aujourd'hui. Aujourd'hui donc, c'est aux familles, à toutes les familles que nous nous adressons, dans la dignité du souvenir et de l'hommage que nous rendons à nos Vendéens de Hambourg. C'est aussi à nos amis allemands qui ont fait spécialement le déplacement pour fortifier précisément ce lien de réconciliation que nous devons à Louis Guéland et au travail de recherche de Serge Dau, neveu de l'une des victimes que je voudrais aussi saluer. Merci à tous donc d'être présents aujourd'hui. C'est pour nous un devoir de placer cette cérémonie sous trois signes, sous les trois temps du passé, du présent et de l'avenir. Pour hier et pour le passé, il s'agit de réparer une injustice de l'histoire. Pour aujourd'hui, de conforter une reconnaissance tout en accompagnant les familles à travers cette mémoire vivante. Et pour demain, de se nourrir des deux premiers temps pour construire une paix durable et pour se retrouver autour des commémorations et du grand cycle de commémoration qui va nous amener, j'en parlerai dans quelques instants, à la commémoration du siècle de la Première Guerre mondiale. Pour hier, donc, il s'agit avant tout de réparer une injustice de l'histoire. Trop de jeunes Français ont été réquisitionnés, sont partis contraints, forcés, pour le service du travail obligatoire, ont été arrachés à leur famille, à leurs études, pour aller travailler en Allemagne. En 1945, à leur retour, plus de 600 000 hommes pensaient être accueillis en victimes et ils vont se retrouver présumés coupables de collusion avec l'Allemagne nazie. Ces oubliés de l'histoire sont les anciens proscrits de la libération. Les requis pour le travail obligatoire auront subi les effets dans l'opinion publique d'une propagande nazie mensongère, mais aussi d'une propagande française mensongère, annonçant qu'ils seraient bien traités, logés, nourris, payés correctement, et que leur départ favoriserait le retour de nos prisonniers, que cela réduirait le chômage, etc., etc. Mais la vérité, nous la connaissons déjà,
vous la connaissez, elle fut hélas beaucoup moins idyllique. Il n'y a pas eu, chers amis, il n'y a eu aucun départ heureux pour le STO. Et sur place, chacun s'accorde à reconnaître et à dire que tous ces déportés auront à cœur d'avoir une seule règle, c'est-à-dire d'en faire le minimum. L'histoire n'a pas distingué les volontaires en 40 et 42 de ceux qui ont été contraints de quitter leur famille pour aller le plus souvent dans les camps et les baraques. Il faut redire que les STO en Allemagne étaient considérés comme des suspects, comme des saboteurs en puissance, les premières cibles, bien souvent identifiables de représailles, et que beaucoup ont été transférés dans les camps de concentration. Comme Alexandre Boulard, STO d'Apremont, dont je voudrais saluer la mémoire, et qui fut interné à Buchenwald. Il mourut pour avoir fredonné à l'usine un air, l'air d'une chanson qui ne flattait pas Hitler. Mourir à Buchenwald pour avoir fredonné une chanson. On estime aussi à une centaine de morts STO vendéens en Allemagne, dans les 3 quarts, lors, bien sûr, des bombardements. On citera aussi le célèbre Abbé René Giraudet, STO volontaire pour être parmi les déportés, parmi les souffrants, un aumônier clandestin. Plus de 4000 STO vendéens ont été recensés sur les classes 40, 41, 42. Ils étaient pour la plupart dirigés dans les usines métallurgiques d'armement et en Vendée, bien entendu. L'absence de tant d'hommes a eu de lourdes conséquences familiales, douloureuses, mais aussi pour notre économie, a fortiori leurs proches, leurs femmes, leurs enfants, leurs mères, leurs pères, leurs fiancés. Pour eux, ils ont vécu ces absences comme moralement extrêmement douloureuses. Mal aimés en Allemagne, ils furent injustement en France précipités dans les oubliettes de l'histoire à la Libération. Et cette peine fut en quelque sorte une double peine, comme abandonnés 2 fois. Une fois pour leur départ, une fois pour leur arrivée. Aujourd'hui, nous sommes réunis en mémoire des 13 Vendéens morts à Hambourg sous un déluge de feu pour consolider la reconnaissance d'un statut, monsieur le Président, et pour assurer aussi le soutien aux familles. La bataille pour le statut de déporté du travail que vous avez menée a été laborieuse et moralement douloureuse. Ce n'est qu'avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, son chef de gouvernement François Fillon, que le 5 novembre 2008, le titre officiel portant la mention victime du travail forcé en Allemagne nazie a été institué. Une reconnaissance dramatiquement tardive, mais une reconnaissance quand même devant l'histoire. L'histoire d'un pays qui, malheureusement, avait accepté la déportation organisée d'une partie de sa population, de ses plus jeunes, moins d'un siècle après l'abolition de l'esclavage, selon les termes mêmes du docteur Louis Gouraud dans son excellent livre « Les STO vendéens au rendez-vous de l'histoire ». Il faut redire ce qui est évident, mais ce qui aurait dû être compris dès le lendemain de la guerre, reconnaître la souffrance de tous les STO n'altère en rien les mérites que chacun s'accorde à honorer, tout particulièrement ici en Vendée, les combattants ou les résistants. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux vies sacrifiées, à la jeunesse gâchée, fauchée, privée de liberté. Rendre présent ce souvenir, c'est à la fois honorer leur mémoire, comme nous l'avons fait il y a quelques instants, mais c'est aussi se rendre présent aux familles, veuves, enfants, petits-enfants qui portent en eux cette blessure de guerre. Votre association, Jean Chaise, joue un rôle essentiel. Et ici, en Vendée, sous la présidence de mon ami Louis Cousseau, que je tiens à saluer tout particulièrement, vous avez fait tenir ce lien comme un fil qui nous relie à tous, à notre terre et à ceux qui nous ont portés jusqu'à aujourd'hui.
Cette mémoire a donc un vrai rôle pour le présent, mais il est essentiel qu'elle puisse aussi avoir un rôle pour demain. La pierre pour demain, c'est celle de l'unité du monde combattant. Chers amis présidents, l'UNC, CRTR, mais aussi des victimes de guerre, car il n'est pas digne de cloisonner des souffrances, comme si nous pourrions mesurer les degrés de la souffrance du cœur de l'homme. Pour demain, nous devons à la fois poursuivre la construction de nos liens pour une paix durable et nous donner rendez-vous en 2014 pour les grands rendez-vous de l'histoire. L'exemple et le témoignage de Louis Deslandes sont un vrai signe pour demain. Sa rencontre providentielle avec Hans Ludwig Reinecke démontre comme une évidence qu'en territoire ennemi, il n'y avait pas que des nazis. Tant s'en faut. Et vous nous l'avez rappelé, mon cher madame, il y a quelques instants. Ces actes de bravoure sont le signe d'une amitié vraie et surtout d'un chemin qui est celui du chemin de l'humanité. Comment ne pas penser aussi en ce moment, tout particulièrement, à l'amitié d'Élie de Samar qui vient de nous quitter, de cette grande amitié qu'il gardera avec August von Hegeneck, alors que tout opposait à l'époque ces deux jeunes hommes aux yeux de Christ. La présence de votre délégation allemande honore cette amitié entre nos peuples et donne tout son sens à la mémoire de nos Vendéens qui sont aujourd'hui dans chacun des cœurs et encore plus en cette année où nous avons célébré, vous nous l'avez rappelé il y a quelques instants, le traité franco-allemand de l'Élysée voulu par Konrad Adenauer et le général de Gaulle. L'année 2014 va marquer le grand rendez-vous pour l'histoire. Et j'espère, chers amis anciens du STO, chers amis anciens combattants, chers amis vendéens, que vous saurez être présents dans ces rendez-vous que nous vous proposerons pour célébrer d'abord le 70e anniversaire de la libération de la Vendée, marquant la fin de ces 5 années de tourmente. Ce sera aussi l'occasion d'enrichir notre regard sur notre propre histoire, en la nourrissant de travaux d'historiens, de scientifiques, de témoignages aussi, encore vivants de ceux qui ont traversé ces années. Et 2014 sera le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Et croyez-moi, nous veillerons tout particulièrement en Vendée à ce que l'esprit de sacrifice de nos aïeux, des poilus, des grandes souffrances qu'ils ont endurées puissent être inscrits dans la dignité du souvenir. Et d'ores et déjà, comme vous le savez, nous rendrons un hommage tout particulier au Père de la Victoire, Georges Clémenceau, né à Mougeron en Vendée, à travers une très grande exposition qui va débuter le 7 décembre prochain à l'Histoire. En conclusion, je voudrais, en m'adressant aux uns et aux autres, adresser tout particulièrement un merci à Louis Mousseau, merci à Serge Do, merci à Jean Chaise, merci chère Madame Reinecke, merci aussi à la délégation allemande que vous conduisez, qui sont ici aujourd'hui. Merci à Louis Deslandes. Nous nous souviendrons de nos Vendéens, de tous nos Vendéens qui ont souffert pour nous. Nous sommes fiers d'être Vendéens. Nous sommes fiers aussi de cette réconciliation de nos deux peuples, de vous avoir connus. Et vive l'amitié franco-allemande, vive la Vendée, vive la France et vive la paix. Parmi nous, il y a eu des décès, les veuves sont venues nous rejoindre, mais au départ, les veuves de ceux qui sont morts là-bas, qu'on honore aujourd'hui, grâce à Louis Deslandes, grâce à la famille Reinecke, le sauveur de Louis, et nous pouvons être reconnaissants envers cette famille qui a été exceptionnelle, qui a fait preuve d'une humanité remarquable. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est grâce donc à cette famille et à Louis Deslandes. Bien, chers amis, Madame, Messieurs, toute cette délégation de Hambourg-Altona, ce sont mes amis maintenant. Je pense effectivement que l'association de Vendée, on vient de le dire et je le confirme, est certainement, j'allais dire, une des 2 ou 3 dernières qui a encore le vent en poupe.
Et effectivement, il y a des hommes qui s'appellent, qu'on vient d'entendre, avec son président, Charles Mignot aussi, qui s'est perdu et qui a fait 40 km avant de nous retrouver. Il n'avait pas de GPS. Faudrait lui en offrir un. Je crois qu'effectivement, la Vendée, et c'est un peu dans les jeunes de la Vendée, parce que la Vendée a toujours été, disons, un peu révoltée, et elle a toujours été en avance sur le temps. Donc je crois que c'est normal aujourd'hui qu'au sein de notre fédération, l'association de Vendée soit toujours très présente et très active. Mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, nous allons dépasser un petit peu tout ça, parce que quand on regarde un petit peu en arrière, on vient de l'évoquer sur le plan de la Vendée, mais tout à l'heure, on doit remercier votre président du Conseil général d'avoir eu le courage de dire un certain nombre de vérités. Rares sont aujourd'hui les hommes politiques qui ont ce courage. Là encore, on trouve cette volonté de la Vendée. Et il a rappelé qu'à notre retour, nous avons été les moutons noirs. Nous avons été les moutons noirs pendant des années et des dizaines d'années. Et il a eu raison de dire qu'il a fallu attendre 2008 pour qu'enfin la France reconnaisse en nous, non pas des STO, parce que ça veut dire STO. Bon, je ne m'appelle pas Jean Chaise STO, je ne m'appelle pas Jean Chaise service du travail obligatoire. Je suis Jean Chaise, victime du travail forcé, au titre du STO, comme il y en a certains qui sont au titre des requis. C'est de la loi de 2 septembre 1942. Mais je crois que ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, si nous avons un titre, nous n'avons pas encore été reconnus par la France comme étant des victimes d'un régime qui nous a emmenés de force en Allemagne. Jamais encore on a eu quelqu'un qui dise ceux qui sont responsables de votre déportation en Allemagne, c'est le gouvernement. Jamais personne n'a eu le courage de le dire encore. Donc j'espère bien qu'avant 2015, les instances de la République puissent reconnaître, je l'espère, j'y travaille depuis déjà plusieurs mois et j'ai quelques espoirs qu'avant notre disparition complète, nous ayons de la part de la République la reconnaissance définitive du fait que c'est le gouvernement de la France qui nous a livrés aux Allemands. Et ça, c'est extrêmement important. Il nous reste cette bataille. C'est la dernière que je mène en tant que président. Et j'espère bien y arriver, comme je suis arrivé à obtenir le titre en 2008. Mais tout cela, c'est possible qu'avec vous tous et vous toutes. Car effectivement, j'avais raison de dire, aujourd'hui, les compagnons de ceux qui sont partis, les compagnes de ceux qui sont partis sont toujours présentes parmi nous. Et c'est là où il y a le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est chacun d'entre nous qui doit le posséder. Non pas pour le garder dans la poche, mais pour le faire connaître à nos enfants, petits-enfants, et peut-être demain à nos arrière-petits-enfants. Car hélas, j'ai entendu hier à la télévision, à l'occasion des élections d'Allemagne, il y avait pas mal de discussions sur certaines chaînes de télévision, en particulier sur la chaîne du Sénat et du Parlement. Et une députée qui actuellement est assez virulente au niveau de l'Europe, rappelait qu'il y a des livres de classe rédigés par des historiens français et allemands qui racontent la vérité de la guerre de 39-45,
et qui, malheureusement, ces livres de classe, qui ont été édités en français et en allemand, sont sur les rayons, ils ne sont pas dans les besaces de nos enfants. Parce que il y a des règles qui sont bouleversées. La vérité est toujours difficile à dire. On vit aujourd'hui, dans la guerre de 39-45, avec beaucoup, j'allais dire, de fables. Et la vérité, peut-être qu'un jour on la connaîtra, mais pas nous, et nos enfants la connaîtront. Et ce qu'il faut, c'est que nous, en tant que victimes du travail forcé, nous puissions dire à nos enfants et nos petits-enfants la vérité sur ce que nous avons souffert. Car on a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui on a évoqué ceux qui ont péri sous les bombardements. Je l'ai dit tout à l'heure au Conseil général. Il faut se souvenir aussi de ces 40 000 Français, nos copains, nos camarades, qui ont vécu parfois avec beaucoup de risques et qui ont connu soit la déportation dans les camps de concentration, soit en AEL. Vous verrez dans le numéro 72 qui sortira fin octobre, nous avons le témoignage d'une fille qui avait 5 ans et qui son père est mort dans un camp de concentration, dans un camp AEL, mais qui était également un commando de Buchenwald. Et elle a souffert toute sa vie, à tel point que même dans sa famille et dans sa commune, on disait il n'avait qu'à pas partir. Et c'est facile à dire, mais ceux qui ont vécu tout ça savent également la vérité là-dessus. Donc, ces témoignages bouleversants que j'ai retrouvés sur Internet, j'ai voulu que tout le monde les connaisse. Et il sera en première page du prochain numéro du Proscrit. Mais je voudrais me tourner vers la tradition allemande. Car pour moi, aujourd'hui, c'est la concrétisation. J'ai dit ce matin que l'Europe ne pouvait se faire qu'avec 2 pays qui étaient le fondement de l'Europe, la France et l'Allemagne. Donc, il y a récemment une émission de télévision sur Arte qui a rappelé quels étaient ceux qui, dès 1946, ont commencé de retrouver le chemin de l'Allemagne. Et il y a Alfred Grosser en particulier, et puis des journalistes allemands qui ont milité dès le début de 1945, fin de 1945, début 1946, pour faire ce rapprochement avec l'Allemagne. Donc, quand il y a eu l'accord éminemment important entre Adenauer et de Gaulle pour le rapprochement franco-allemand, il y a eu un travail considérable de fait, et ceux qui ont été les prémices pour le rapprochement franco-allemand, il y a beaucoup de déportés du travail. Et dans le lot de ceux qui étaient parmi les premiers avec Alfred Grosser, il y avait un Français qui était ancien déporté du travail, mais qui avait comme fonction ensuite, qui était au ministère des Affaires étrangères et qui était consul en Allemagne, et qui a beaucoup travaillé pour le rapprochement. Donc ce rapprochement, je rappelle simplement qu'à Hambourg, en discutant avec le consul français de Hambourg et certaines personnes de Hambourg, il me disait que dès 1946, à Hambourg, il y a eu une association franco-allemande. 1946. Donc ça veut dire, voyez-vous, qu'aujourd'hui, cette journée avec nos amis allemands, c'est la concrétisation de ce que nous pouvons espérer que nos 2 peuples puissent retrouver le chemin, non pas de la paix, mais de la solidarité, de la compréhension et de la fraternité. Ah, ce mot, fraternité, combien de fois nous l'avons évoqué quand nous étions en Allemagne. La fraternité, j'allais dire, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement profond, qu'il faut le garder précieusement. Et cette fraternité, on a parlé parfois des fraternités de combat. Ceux de 14-18 parlaient de la fraternité des tranchées. Et bien cette fraternité, il faut qu'on la développe, qu'on l'entretienne. Et c'est ainsi, c'est le dernier message que je vais vous donner. Nous sommes maintenant les uns et les autres
sur la fin de notre parcours. À chacun a eu son parcours. Je souhaite simplement que les derniers moments de ce parcours soient au service de la paix et au service de la fraternité. Alors, merci. Je veux bien vous remercier de cette chaleureuse réception que nous avons mis. Alors, on a apporté quand même un petit cadeau pour M. Goussot et pour le bureau de l'association de la Vendée. Alors, ce sont des pierres d'achoppement qu'on a mises à Altona dans un cadre. Et alors, de sorte qu'il peut bien voir ce qu'on a fait à Altona. C'était vraiment une réception exceptionnelle pour nous. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas et une sorte, avec tous ces drapeaux et avant les monuments de mémoire, toute cette chaleur, tout cet accueil typiquement vendéen. Alors, ça nous a beaucoup marqué et on retourne avec l'impression qu'on a trouvé beaucoup d'amis ici. Merci. Donc à Altona, à l'endroit où sont mis ces pavés de nos camarades qui sont morts au cours des bombardements.